Bonsoir tout le monde. D'habitude, je suis toujours habitué de faire ça le matin. Fait que c'est ça, bonsoir, je trouve ça vraiment agréable. Mais bonsoir, je me nomme Samuel Lesage, je suis le coordonnateur du collectif Échec aux paradis fiscaux. C'est quoi ça, le collectif Échec aux paradis fiscaux? C'est un groupe citoyen, communautaire, syndical, étudiant, écrit en 2010. Et on travaille sur des questions qu'on n'utilise que plus de paradis fiscaux, essentiellement, qu'au Canada sont bloqués, qu'on n'en ait plus. Donc on est actif, là j'ai pris quelques photos de quelques actions passées, donc en 2012, la première action du groupe, puis de fil en aiguille, on a fait plusieurs choses, donc des vols électoraux 2015, des manifestations, on a été à l'ARC également, au Parlement, visiter les hauts fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada, et on fait un autre débat électoral, et la semaine passée, on a fait une action dans la phase d'élection à Montréal, à 6h du matin, c'était très tôt, donc c'est environ nous. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire qu'on regroupe la quasi-totalité du milieu syndical québécois. On représente environ 1 800 000 personnes, ce qui est fort appréciable comme chiffre. Et c'est ça pour notre groupe Échec aux paradis fiscaux. Et il fonctionne. Est-ce que je parle à micro ou non finalement? C'est pour c'est pour la caméra. Ah, je suis désolé. Je vais me replacer dans ce cas-là. Merci. Donc, c'est ça. Et moi, le coordonnateur, mon travail est de m'assurer que le groupe fonctionne bien. Je suis son porte-parole, j'organise toute l'action que vous voyez, c'est moi qui l'ai organisé également. On fait des travaux de recherche, une consultation à Québec bientôt qui commence sur la transparence d'entreprise. C'est moi qui ai écrit une mémoire qui réside aller aussi défendre la mémoire du groupe. Dans une autre vie, je suis aussi en même temps chercheur à l'IRIS, je ne sais pas si vous connaissez, l'étude de recherche, innovation socio-économique, je suis chercheur associé là aussi, je travaille sur des questions de financement des universités. Donc, ça, c'est le bout le moins intéressant, là, dans le vif du sujet. J'ai retrouvé mon titre. On parle paradis fiscaux à enfer écologique. Je me trouvais si mal avec mon titre. On a une conférence aujourd'hui où parler de paradis fiscaux et de transition écologique. Parce que quand on parle de paradis fiscaux, on imagine une espèce des sommes mirobolantes, des milliards qui dorment dans des îles paradisiaques, avec des riches qui dorment par-dessus en buvant un pina colada. L'image n'est pas tout à fait éloignée de la réalité. En fait, c'est plus scandaleux. Et l'argument va comme suit. Si on pouvait taxer les paradis fiscaux comme du monde, on aurait de l'argent pour se sortir du pétrin, autrement dit, financer une transition écologique. Donc, mon but ce soir, c'est de vous parler un peu de ça. J'ai 4 points. Ça se peut que je déborde de mon temps. Si ça arrive, après 30 minutes, je m'arrête, puis on posera les questions-réponses après. Mais c'est de parler de paradis fiscaux, d'environnement, puis en parler en 2 points. Le premier, comme je vais vous parler, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, puis je vais parler de l'argent perdu. C'est quoi cet argent perdu? On peut-tu expliquer plus l'estimer? Comment on pourrait aussi le récupérer? Mais je vais vous parler d'un autre point qu'on parle un petit peu moins, qui est comment les paradis fiscaux contribuent directement à détruire l'environnement, à faire de la planète une planète qui va, dans 10 ans, littéralement cuire. Donc, c'est ça pour ce soir. Puis finalement, juste vous dire, on a en ce moment une campagne qu'on mène, on a commencé depuis février dernier, où on a rencontré les partis politiques pour leur présenter nos revendications. On a essayé d'organiser un débat électoral sur la question des luttes aux paradis fiscaux cette semaine. Ça a dû être annulé parce que le Parti libéral et le Parti conservateur ont refusé notre invitation. Mais on a beaucoup de matériel produit. J'ai mis à l'avant 2 guides. Guide très petit, guide plus complet sur nos solutions, puis un peu une des résidus du problème. Donc, n'hésitez pas d'en prendre si vous voulez en apprendre davantage. Jeudi, notre comparatif des positions des partis politiques devrait aussi être sorti sur nos réseaux sociaux. Donc, on peut toujours en apprendre. Mais parlons de qu'est-ce qu'un paradis fiscal. Alors, un paradis fiscal, ça ressemble à quoi, concrètement? Ça ressemble à ça. Là, c'est une image chez Google View. C'est les Adlo Apartments à la ville Rocky Hills dans la Barbade. Alors ça, c'est un resort qu'on peut louer sur Airbnb d'ailleurs, à un prix modique, j'ai cru comprendre. Là-dedans, il y a un bureau puis un casier postal, puis apparemment, il y aurait 50 entreprises basées là-dedans. Notamment, jusqu'en 2016, il y avait un truc qui s'appelait Québecor World Incorporated, quelque chose. Ça a été fermé en 2016. On ignore à quoi ça servait. Ça avait-il vraiment un lien Québecor au Québec? Je l'ignore. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir que, donc, peut-être là-dedans, peut-être dans cette petite ville-là, il y avait 50 entreprises. Dans ce bâtiment, la Hugland House, aux îles Caïmans, il y en a 21 000. Il y a 21 000 entreprises là-dedans. La Hugland House, j'ai oublié le nom. Il y a un cabinet d'avocats, comptables et fiscalistes aux îles Caïmans. Ils sont sur 4 étages. Je pense qu'il y aura une cinquantaine de personnes qui travaillent à gérer 21 000 sociétés, portefeuilles, entités bidons, des casiers postaux. Il y en a 21 000 entreprises là-dedans. Je pense que c'est au monde l'endroit où il y a plus d'entreprises privées dans un seul bâtiment. Si vous allez aux îles Vierges britanniques,
il y a 450 000 sociétés enregistrées là. Je pense qu'il y a comme 30 000 personnes qui habitent là, ces pays-là. Alors que paradis fiscal, un peu, c'est quoi? C'est ça aussi. Ça, c'est mon introduction. Ça, c'est le recours. Ça, c'est mon introduction. Je vais vous dire plus dans le détail c'est quoi ça plus tard. N'ayez pas peur. Ça, c'est le recours au paradis fiscal par excellence. Google, Apple, toutes les grandes entreprises mondiales font ça. C'est-à-dire produire, déplacer l'argent à travers le monde, ça s'appelle le double irlandais, qui est un sandwich hollandais, pour au final mettre ses profits dans les Bermudes et ne pas payer d'impôts. Alors, moi, pour commencer, je vais vous parler un peu de plus en détail, c'est quoi un paradis fiscal? Comment ça fonctionne? Comment on les reconnaît? Comment ça opère? Et surtout, pourquoi on les utilise? C'est facile de dire d'une part, on va pas payer d'impôts. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi un paradis fiscal existe. C'est important de prendre en compte ça pour comprendre par la suite l'impact des paradis fiscaux sur l'environnement. Donc, moi, de formation, je suis un philosophe, et en philosophie, on aime ça des définitions claires. Alors, je prends une petite définition pour commencer ce soir. On distingue, dans mon jargon, deux choses. L'évasion fiscale, la fraude, c'est illégal, c'est un acte criminel qu'on va distinguer de l'évitement. Alors, si je suis patron d'une compagnie, puis je fais un chiffre d'affaires de 100 000 $, mais là, au fisc, j'en dis, j'ai juste fait 50 000 $ de profit, je fraude l'impôt. Et c'est criminel, je peux faire de la prison, je vais avoir un dossier criminel à cause de ça. Maintenant, l'évitement fiscal, ça c'est différent. L'évitement fiscal, ça reste une zone grise. Ça reste techniquement légal. Quand vous faites de l'évitement fiscal, vous profitez de toutes les dispositions que la loi vous autorise à faire. Vous profitez des faiblesses, des trous, des coins oubliés, de tous les crédits d'impôt, de toutes les techniques possibles pour optimiser votre déclaration d'impôt à un point tel vous ne paierez presque pas d'impôt. Mais ça reste légal, parce que la loi, on n'est pas en train de dire on est contre des crédits d'impôt. J'en ai, j'aime ça utiliser mes crédits d'impôt pour baisser ma facture d'impôt, mais jamais la loi n'a été prévue de telle sorte qu'il est possible que quelqu'un puisse à ce point optimiser ses déclarations d'impôt et ne rien payer au final. Donc il y a vraiment un abus de la loi, comment elle fonctionne, un détournement de ce qui est écrit. Nous, on dit souvent que l'évitement fiscal, ça va respecter l'esprit des lois, ça va bafouer l'esprit des lois tout en respectant la lettre. Je sais que je parle vite. Est-ce que ça va trop vite ou je peux ralentir un petit peu mon rythme? Si je vais trop stocker des mots, faites-moi un petit signe de la main, ça me fait plaisir de revenir 10-15 mois en arrière. Et c'est vraiment important l'aspect, on abuse l'esprit, mais on reste légal, on respecte la lettre. Parce que tous les patrons, je les aime beaucoup les patrons, se défendent en disant on reste légal. Alors ça c'est un article de 2014 à la presse, où quand la presse a révélé qu'il y avait 30 multinationales québécoises présentes au Luxembourg, qu'il y avait des sièges sociaux au Luxembourg. Qu'est-ce qu'elle faisait là? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais Gaz Métro, donc une filiale au Luxembourg pour, en toute égalité, optimiser l'impôt des filiales américaines. Le groupe Stella Jones, qui fait du bois, au Luxembourg, qu'est-ce que c'est ça, je ne sais pas, sont là pour maximiser le rendement des actionnaires en minimisant les dépenses opérationnelles, administratives, financières ou fiscales. Maximiser le rendement des actionnaires, là, ça veut dire on ne paie pas d'impôts au Québec. Le robinet industriel Velan, je ne savais pas que ça existait depuis avant un an à la recherche. Donc Velan sont une filiale pour, ils disent on ne réduit pas les impôts qu'on paie au Canada, mais pourquoi êtes-vous au Luxembourg au juste? Ça, je pourrais répondre tantôt, mais bref, on se défend en disant ça reste tout à fait légal. Et toute entreprise, toutes les grandes fortunes vont dire c'est légal ce que nous faisons. Et c'est là où le bas blesse vraiment. C'est là contre quoi la plus grande force d'inertie contre nous on se combat. Quand nous, on s'en va, par exemple, dire à des gens à la rue, on fait des conférences comme aujourd'hui, on fait des formations, on fait de la recherche, on nous fait dire oui, mais est-ce que quand vous battez, ça reste légal, ça reste correct. Agir, comme on reconnaît qu'il y a un problème. On reconnaît qu'il y a un problème. Mais comment pouvez-vous agir contre quelque chose qui est si répandu, si présent, si normal, si légal? Et à cela, nous répondons, mais c'est ça le choix en problème. On ne critique pas la légalité de la chose, on critique l'immoralité. Alors voilà, nous, on est pour défendre, critiquer l'immoralité du recours aux paradis fiscaux pour éviter l'impôt. Et, ouais, c'est ça. Mais les paradis fiscaux là-dedans, comment ça intervient? Quand vous êtes, admettons, dans une grande entreprise, vous voulez éviter l'impôt.
vous ne voulez pas en payer, mais vous voulez rester légal, vous allez sûrement faire affaire avec un paradis fiscal pour y arriver. Un paradis fiscal, c'est un pays. Je commençais avec ça, c'est un pays, peut-être parfois un territoire. En Suisse, les différents cantons, c'est les micro-paradis fiscaux entre eux, par exemple. Vous allez à faire là et vous allez optimiser vos opérations mondiales pour vous arranger que vos revenus, vos profits soient déclarés ailleurs, là où l'impôt coûte le moins cher. Il y a des manières, une multinationale, entre ses filiales, d'optimiser ces opérations pour que, mes activités se passent au Canada, mais je les déclare aux Bermudes, aux Bahamas. Le nom technique pour ça s'appelle la manipulation des prix de transfert. C'est des questions plus poussées là-dessus. Je vais pouvoir y revenir en question-réponse. C'est assez technique comme vous. Mais c'est grâce à cette mécanique-là, qui perdure depuis presque 100 ans à travers le monde, qu'une compagnie peut optimiser à l'extrême ses opérations pour ne pas payer d'impôts, là où pourtant elle produit des richesses. Un exemple simple à comprendre de ça, c'est l'exemple de Starbucks, qui a vraiment innové avec la propriété intellectuelle. Ce que Starbucks fait, il y a une maison mère de Starbucks aux Bermudes. Quand vous avez une franchise Starbucks, vous devez acheter à chaque année la propriété intellectuelle pour avoir le droit de mettre le logo. La propriété coûte, je pense, quelque chose comme 20 millions de dollars US. Fait que même si tu fais 22 millions de profits en une année, il faut que tu achètes à la fin de l'année le droit de dire « je suis un magasin Starbucks ». Là, ce 20 millions-là s'en va aux Bermudes. Moi, au Canada, je vais déclarer 2 millions de profits. Je ne fais pas d'impôts. Ça, c'est l'exemple relativement clair. Il y a des exemples d'une complexité extrême là, qui peut impliquer des centaines de petites sociétés dispersées à travers le monde, qui impliquent la corruption, qui impliquent le crime organisé, qui impliquent des montages comptables d'une complexité que en fait, personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne, c'est quasiment indépendant de lui-même. Mais tout le monde utilise les paradis fiscaux au final parce que ces pays-là nous donnent la possibilité de s'y enregistrer puis d'y faire déclarer les activités et ne pas payer d'impôts. Alors, comment on les reconnaît? Il y a 5 caractéristiques. Donc, le taux d'imposition va être négligeable, voire nul. Ça tombe sous le sens. On ne va pas là pour payer plus d'impôts qu'on en paierait ici. Un point important, par exemple, en fait, sans doute même le point le plus important, c'est le secret bancaire, ou alors l'opacité des activités économiques et financières. On voit ce paradis fiscal parce que c'est très difficile de savoir ce qui se passe réellement. J'ai dit tantôt, les paradis fiscaux, les activités se passent dans un pays, mais on les déclare ailleurs. Si je suis le fisc canadien et que je vais enquêter sur Starbucks, c'est très difficile pour moi de vraiment prouver qu'est-ce qui se passe ailleurs, pourquoi l'argent déclaré ailleurs, pourquoi il n'y a rien déclaré ici. C'est extrêmement difficile donc de savoir qu'est-ce qui va se passer ailleurs. Ce sont les pays qui vont peu collaborer, je le dis, je me devance un peu, mais qui vont peu collaborer avec les autres pays et que c'est très difficile d'avoir un contrôle ou juste avoir un mot à dire sur ce qui peut bien s'y passer pour pouvoir récolter l'impôt qui devrait être payé normalement. Pire encore, ça a été dit d'une manière de ces pays-là sont souverains, font ce qu'elles veulent, donc nous, on n'a rien à dire sur ces pays-là. Pourtant, ces paradis fiscaux-là, parce qu'ils payent très peu cher d'impôts, parce que, comme moi je me devance, ils ont un cadre législatif qui est attrayant, qui permet à des gens de, comme si, encore incorporer pour ne pas payer d'impôts, pénètre un peu dans notre propre souveraineté, la mettre en danger. Donc, quelque part, on se fait dire qu'on ne peut pas intervenir dans les paradis fiscaux, mais eux interviennent indirectement dans notre propre souveraineté. On est comme un peu pris au piège, un peu piégé. Et donc, comme je disais, les paradis fiscaux n'exigent pas de la part des d'enregistrer sur leur territoire des activités économiques substantielles. Les investisseurs, quand on dit on investit dans un paradis fiscal, c'est les guillemets sont importantes. On investit, c'est de la pacoter, cet argent-là, il sert à dormir là ou aller ailleurs, on ne sait pas trop où. C'est des pays qui vont collaborer avec les entreprises pour satisfaire leurs demandes, faciliter leur opération, tout ça. Et quand je dis stabilité politique, c'est que ces pays-là sont souvent corrompus. Ce pas des pays qui sont des exemples de démocratie. C'est des pays qui sont souvent qu'il y a beaucoup d'économies criminelles, il y a beaucoup de crimes organisés. Ou alors on peut penser aux pays africains où il y a beaucoup des relents de colonialisme et d'exploitation minière très difficiles. Mais le régime fiscal et politique est stable. Lui ça fonctionne. Fait que, ceux qui ont les grandes fortunes peuvent toujours continuer à se servir de ce système-là au détriment des populations qui y vivent. Ça va amener à parler, définir vraiment un paradis fiscal, des législations de complaisance. L'expression ne vient pas de moi, elle vient d'Alain Deneau. Je sais pas si vous connaissez. Alain Deneau qui écrit plusieurs livres sur la question des paradis fiscaux. Et une législation de complaisance, c'est un pays ou un territoire qui sert, qui opère au bénéfice
des plus grandes fortunes au détriment des populations. Elles sont complaisantes envers les grandes forces du capitalisme et ignorent complètement les besoins de la population. Il me reste, je fais quoi, 10 minutes que je parle, Sandrine, environ? Il te reste encore 15-20 minutes. Ah, wow, ok, je suis parfait. 15 minutes. Oui. Excellent, 10 minutes. Et on peut un petit peu les décliner. Et là, c'est intéressant de décliner ça. On a par exemple des paradis fiscaux, où l'impôt sur le revenu est négligeable, et où le cadre légal et fiscal est outrancièrement avantageux pour les entreprises et les grandes fortunes. On a aussi des paradis réglementaires, paradis fiscaux. Pensez à tous des Barbades, Bahamas, Sainte-Lucie, Saint-Nevis-et-Kitts, les îles Vierges britanniques, l'île de Man, Guernsey, l'île de Jersey, tous des petits pays qu'on n'entend pas beaucoup parler, sont vraiment des paradis, fiscaux. Mais on a des paradis réglementaires. Là, c'est différent. C'est pas l'impôt qui est intéressant à paradis réglementaire, c'est plus que les lois qu'on trouve d'origine, d'ordinaire, plusieurs pays occidentaux. Même pas, juste des pays en général, des lois fiscales, comptables, sur la spéculation, sur la propriété intellectuelle, sur les droits humains, les droits du travail. Là, tout d'un coup, les lois deviennent extrêmement permissives. On se permet des choses qu'en temps normal, on ne permettrait pas. Un exemple de ça, les paradis réglementaires, c'est le Canada et les mines. Parce que les minières enregistrées au Canada ont le dos large, j'y reviendrai plus tard, mais pour faire littéralement ce qu'elles veulent. Un autre paradis réglementaire, Monaco, où il va se passer des opérations de transactions financières mirobolantes, ultra risquées, super dangereuses, d'un point de vue économique, on s'entend, mais qu'on ne ferait pas ailleurs. Mais là, ça peut se passer. On a le paradis judiciaire. Là, c'est ni l'impôt, c'est ni que les lois sont permissives, c'est que les lois ne les appliquent pas comme du monde. On se dit, à une clique d'individus ou d'entreprises qui ont certains privilèges, les lois ne s'appliquent plus à ces gens-là. Et le grand exemple, c'est la Cité de Londres. Donc, au Royaume-Uni, Londres. Dans Londres, vous avez une noix de coco, là, qui est comme la City, une espèce d'enclave dans un pays. Puis cet endroit-là, il y a la plus grande concentration au monde de comptables et fiscalistes. Ce petit minuscule, parce que c'est un vrai pays, ce minuscule pays-là, les lois qui sont dans ce pays-là, pour les riches, pour les grandes entreprises, n'existent pas. C'est ultra permissif à ce niveau-là. Même que le Royaume-Uni, depuis quelques années, essaye d'agir davantage contre les paradis fiscaux. Quand il apporte la Cité de Londres, la Cité de Londres ne répond pas, littéralement. Donc, c'est le cocasse, c'est drôle, mais c'est ça. Et un dernier point qu'il ne faudrait pas oublier, ça, Claude connaît mieux ça que moi, c'est lié des histoires de libre-échange également, mais c'est les zones franches. Et une zone franche, c'est quoi? C'est une portion de territoire où on se dit, nous sommes plus souverains. Nous n'intervenons plus là, partiellement ou de beaucoup. Donc, c'est libre. C'est un peu plus sauvage. C'est très présent, les trucs de libre-échange, où justement, dans certaines zones proches de frontières, on va vouloir faciliter l'enregistrement d'entreprises, des pépinières d'innovation technologique, de l'échange d'idées, la création d'entreprises. Donc là, il y a des règles d'enregistrement, des règles de paiement qui sont suspendues pour enlever une espèce de fardeau administratif, enlever des coûts pour s'incorporer. Je suis de ça, je connais quand même bien ça, Claude. OK, bon. Ouais, c'est ça. Mais tu as aussi des endroits où littéralement on se dit, il n'y a vraiment plus rien qui existe là. Les entreprises font ce qu'elles veulent. Et on entre des ports francs, c'est-à-dire des endroits où il y a de l'esclavage pour alimenter des bateaux. Et on ne paye pas aucune taxe, aucun impôt, puis on pollue comme qu'on veut, voilà. Des zones franches industrielles où les usines font ce qu'elles veulent et ça finit là, littéralement. C'est vraiment le pays se dit, ce petit bout de territoire-là, je vais être désenclavé de ma souveraineté, où ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si on en a au Canada des zones comme ça, des zones vraiment franches, complètes. Et la belle, ça va pas été déclaré. Mais peut-être, je sais pas, mais je sais qu'au Niagara Falls, je fais ça tantôt, et il y a une zone franche partielle qui a été créée dans le cadre de l'accord le plus riche, de la renégociation de l'ALENA, justement, pour une pépinière avec d'innovations technologiques avec les États-Unis. Donc on en a ici aussi. Je ne sais pas si on a une zone franche totale, comme je viens de dire, mais partout dans le monde, il existe des endroits où le droit n'existe pas. Pas que le droit est mal appliqué ou il est permissif, c'est là qu'il n'existe même pas. Et qui dit qu'il n'y a pas de droit, c'est qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir en place pour s'assurer que les choses soient respectées. Et paradis fiscal, donc pourquoi on utilise ça? Pourquoi on fait affaire à toutes... Vous comprendrez aussi, excusez-moi, je reviens en arrière,
qu'un paradis fiscal pourrait être réglementaire, pourrait être judiciaire. Les choses se chevauchent. Tout ça se chevauche un peu. Il y a donc plusieurs manières de recourir à ces législations de complaisance. Je vais utiliser paradis fiscal parce que je trouve ça plus facile à dire maintenant, mais pour moi, c'est plus synonyme aujourd'hui. Et on les utilise pour une seule chose, pour externaliser. Vous êtes une entreprise, vous voulez faire du profit, vous avez des coûts. La masse salariale, c'est plus facile. Plus que vous pouvez en externaliser, sous-traiter ou juste enlever l'équation de votre production, le plus vous allez faire de profit à court terme. Alors, j'écris salaire et conditions de travail, puis dans le meilleur exemple, en pensant bien sûr aux zones franches, mais bien sûr, les impôts et taxes, si on peut l'externaliser pour ne pas les payer, tant mieux. La propriété intellectuelle, je parlais de l'exemple de Starbucks. La justice, si vous pouvez aller travailler, en fait produire à une place où ce que vous faites n'est pas interdit, vous vous évitez des coûts juridiques. Même que si, mettons, vous avez une entreprise minière, vous faites des saloperies dans le tiers-monde, vous avez votre siège ici au Canada, et on vous poursuit. Techniquement, au Canada, vous êtes protégé de vos actions. Une certaine loi vous protège de vos actions internationales en tant que minière, de vos pratiques à l'égard des droits humains et du travail dans travers le monde. Quelque part, on vient d'externaliser le coût de poursuites juridiques. La pollution, je peux être zones franches de paradis réglementaires, mais attendu, il y a des endroits où tout d'un coup les règles environnementales sont beaucoup plus faibles, justement. Donc, on peut polluer, on peut littéralement déplacer, on peut déplacer ses impôts pour les payer, on peut littéralement déplacer sa pollution de place pour trouver l'endroit précis où là, je peux polluer comme que je veux, je m'en contrefiche des conséquences, ça ne me coûte rien du tout, et merci, bonsoir. Et j'ai parlé d'un point, ça c'est la question que moi je me pose. J'ai mis à part pollution, l'émission des gaz à effet de serre. On parle beaucoup de bourse du carbone ou comment être carboneutre et tout. Et je me demande si ce serait même possible d'imaginer des juridictions qui vont offrir des manières à des gens qui ont acheté des bons de carbone, de droits de polluer, bref, de comme en abuser pour faussement en acheter, revoir l'argent puis dire j'ai le papier, je peux polluer, mais on réussit à revoir leur argent. Je me demande, y a-t-il un marché qui le permet? Si ça existe, je sais qu'on en parle tantôt. Je suis sûr que ça emprunte les mêmes canaux de permissivité extrême que j'ai nommé tantôt. Donc, parlons donc de l'argent perdu. Ça, c'est on pose toujours. Hein? Combien d'argent on perd? Combien d'argent on perd? Et jusqu'à récemment, ça n'allait pas en tout au Canada, parce que l'Agence du Canada était gangrénée d'incompétents, malheureusement. Puis je ne parle pas des vérificateurs, je ne parle pas des employés, je parle que la direction politique de l'Agence du Canada, des choix politiques sont faits pour avoir des politiques complaisantes, puis pour vraiment laisser les plus grandes fortunes, les plus gros poissons, les laisser tranquilles. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les vérificateurs eux-mêmes. Il y a un sondage qui a été passé, puis 9 vérificateurs fiscaux sur 10 ont dit il y a un problème à l'ARC, il y a 2 systèmes de justice, un pour tout le monde, où on fait la chasse aux petits fraudeurs, aux gens qui ont des erreurs, puis les gros poissons, on les laisse faire. Donc, mais cet été, ils nous ont sorti des chiffres, l'ARC, sur combien on perd au Canada. Donc, on a calculé l'écart fiscal. Or, l'écart fiscal, c'est d'une part l'argent qu'on est censé recevoir, l'argent qu'on reçoit réellement. Et ils l'ont fait pour 2014. Là, j'ai une belle pointe de tarte. Vous voyez bien le graphique? Ça se voit bien, ça se lit bien, super. Et les chiffres sont vraiment éloquents. L'écart fiscal, ça peut être des gens qui font des erreurs. Les travailleurs autonomes, par exemple, font presque tout le temps des erreurs en déclaration d'impôt. J'en suis un travailleur autonome, j'ai fait des erreurs, je fais une réparation, j'ai dû faire un réajustement avec l'ARC, les dépasser. Quelque part, je suis là-dedans. Il peut y avoir des gens qui oublient. Il peut y avoir des vrais fraudeurs. Il peut y avoir des vrais fraudeurs, des criminels aussi là-dedans. Des gens qui font des erreurs ou des gens qui font ils font le bon truc, ils n'ont pas envoyé leur déclaration. Ça existe des gens qui n'envoient pas faire la poste de déclaration, allez savoir. Donc, l'écart fiscal, il faut comprendre, ce chiffre-là veut dire tout l'argent manquant. Mais quand vous êtes un particulier et des revenus internationaux, êtes-vous du genre à oublier d'envoyer à la poste votre déclaration d'impôt? Permettez-moi d'en douter. Quand vous êtes une société, êtes-vous du genre à dire « Ah, je vais faire une erreur en quelques zéros, là-dessus, une erreur fiscale. » On me permet encore d'en douter. Ça, c'est censé être 3%, non pas 33%. Vous m'excusez, mais bon. Mais, non, c'est 33%, bon. Ce que je veux savoir, c'est que c'est intéressant, c'est que si on prend l'écart fiscal des sociétés et des revenus intentionnels particuliers, c'est plus du double que tout le reste.
Et c'est beaucoup plus d'argent. Et quand je veux dire, les paradis fiscaux, les événements fiscaux, ça se passe ici, là. C'est là que ça se passe. Puis même encore là, l'ARC, beaucoup des schèmes, des manières d'éviter de l'impôt, les différents stratagèmes d'évitement fiscal, ils ne calculent pas. Pourquoi? Parce que l'ARC va se dire, c'est légal. C'est pas l'optimisation fiscale abusive, ça reste légal, on ne calculera pas. Fait que selon l'ARC, il y aurait entre 21,8 et 26 milliards de dollars juste les sociétés et les particuliers qui sont évités à chaque année. 26 milliards, c'est immensément d'argent. Selon le directeur parlementaire du budget, ce montant, il faudrait le doubler. On est rendu à 50 000. Ah ouais, non, excusez-moi, je me suis mélangé. Il est tard le soir. On part au total de 21,8 à 26 milliards de dollars par année. Mais la plus grande proportion va rester ces deux catégories-là. Disons 14,4 milliards. On s'entend? Super. Hey, je suis désolé. Merci de me rappeler à l'ordre. Donc 14,4 milliards seraient perdus par les sociétés et les revenus intentionnels particuliers. Quand ça s'est sorti cet été, le directeur parlementaire du budget, c'est intéressant, mais c'est beaucoup trop conservateur. Ce serait plus 25 milliards sur les calculs. Donc dites-vous, 25 milliards. Il faudrait doubler ces chiffres-là. Oui? Mettons qu'on prend les évasions fiscales des sociétés, des entreprises canadiennes, plus les subventions qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral, tu comptes dedans? Non, ça c'est pas compté ça. Si pas compté dedans, on ne peut pas, pas figurer que ça peut être 10 à 12 Mais moi, je prends les chiffres de l'Agence du Canada qu'ils nous ont fournis eux-mêmes. C'est ça, leur étude a plein de problèmes. Il y a plein de choses que l'Agence n'a pas pris en considération. Donc ça, c'est un bon exemple. Ça fait que tu prends une minière, qui a une mine dans le Abitibi ou peu importe, puis qui prend ses profits, qui les investit en Australie, qui a un autre gisement dans ce coin-là. Ben lui, il est exempt d'impôt au Québec pour le petit 3 à 4 qui serait normalement imposé. Il prend cet argent-là, il l'envoie là-bas, puis il reçoit une subvention parce qu'il y a à peu près comme 800 000, 1500 employés. Fait qu'il ristourne parce qu'il y avait des employés. Et en plus de ça, il y a le 1% pour la formation d'un impôt, 0,5 là. Puis en fin de compte, c'est pas mais ça, c'est vraiment l'impôt, les revenus fiscaux qui devraient rentrer, qui ne sont pas rentrés. Mais on peut mettre tous ces éléments dans le calcul pour dire que oui, on finance trop. Ne pas récolter tous les impôts d'entreprise, c'est une manière indirecte de les financer. On peut le dire comme ça aussi. Fait que de ce point de vue-là, vous avez raison. Mais l'étude, il faut comprendre, elle veut juste calculer ce qu'on devrait recevoir comme revenu d'impôt versus ce qu'on reçoit, qu'on en ressent moins. Puis, ce que je veux dire, c'est que de ce chiffre-là, c'est de 14 milliards de dollars, il faudrait le doubler à 25 milliards de dollars. C'est comme une membrane. Comment? C'est comme une membrane. Oui, tout à fait. Ben, il me reste 5 minutes? Hey, je vais vraiment accélérer parce que j'ai mis 5 minutes. Tu sors ça, est-ce que c'est juste la fin fiscale ou ça compte aussi Les questions après. Bon, je vais faire ça après parce qu'il me reste 5 minutes, puis comme le temps file, puis j'ai beaucoup de choses à dire, fait que je vais faire ça vite. Autre affaire du montant, ça c'est une liste qu'on peut trouver sur Statistique Canada. Les 10 pays où les entreprises canadiennes investissent le plus en millions de dollars en 2018, c'est en ordre décroissant. Les États-Unis sont sans surprise les premiers. Mais tout ça en gras, ce sont des paradis fiscaux. Fait que 6 pays sur 10 ont de l'argent en 2018. Ça, c'est 350 milliards de dollars. Sur 10 ans, c'est les 6 tantôt, l'augmentation pourcentage. Les États-Unis, si on commence en 2010, sera environ ici. Fait qu'il y a des pays qu'on investit on investit plus aux États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Mais on investit beaucoup plus. La croissance d'investissement dans les paradis fiscaux, ça c'est le Luxembourg, ça a explosé, est beaucoup plus forte dans les paradis fiscaux qu'aux États-Unis. Bien sûr, ces montants d'argent-là ne veulent pas dire nécessairement que tout cet argent-là, c'est pour éviter de l'impôt. D'autre côté, pourquoi est-ce que la Barbade ou est-ce que les Bahamas, c'est le centre de l'économie canadienne mondiale? Non. Donc, on peut estimer qu'entre 20 et 25 de tout cet argent-là, de 355 milliards, sert à éviter l'impôt.
on investit uniquement là pour que cet argent-là évite l'impôt. Tout ça pour dire, bref, qu'on utilise les paradis fiscaux de plus en plus au Canada. C'est de plus en plus utilisé malgré des efforts qui ont été entrepris il y a quelques années pour essayer de bloquer l'accès. On va en parler plus dans la question-réponse. Je vais passer ça, parce que le temps file. Et le montant au final de 25 milliards du développement parlementaire du budget, comme si on se dit 20 à 25% de ça, on arrive à ce 25 milliards-là. Il y aurait un 25 milliards de dollars en impôts qui seraient perdus dans les paradis fiscaux environ. C'est ce montant qu'on peut se dire 25 milliards, peut-être que Claude a eu la réponse à ça, là, mais qu'est-ce que ça pourrait financer au juste comme effort de transition écologique. Mais là, je vais conclure là-dessus aussi, est-ce qu'il me reste 3 minutes environ. Paradis fiscaux comme cause de dérèglement écologique. Parce que c'est pas tout d'éviter l'impôt, mais si on peut bousiller peut-être encore mieux selon l'esprit du capitaliste. Il y a une étude sortie en 2018 qui s'appelle Tax Havens and Global Environmental Degradation. Et quand je parlais des zones franches et des paradis réglementaires ou judiciaires, c'est ça. Alors c'est là que le bas blesse, ce qu'on dit. Donc au niveau des pêches, plus de la moitié des bateaux de pêche illégales, la surpêche, vont battre un pavillon, le pays d'où est-ce qu'ils viennent, de complaisance. Mais ce 70%-là de bateaux illégaux, tous les bateaux qui battent le pavillon de complaisance, ce ne sont que 4% de la pêche mondiale. Ce qui veut dire que beaucoup de bateaux de pêche, tout à fait légaux, qui respectent les règles, vont quand même battre un pays, le pavillon de complaisance pour profiter de règles le plus laxistes pour pêcher davantage ou se crisser de l'environnement. Ou alors, on peut parler de la déforestation. Donc, le 2/3 des profits qui sont issus de l'élevage du bœuf et de l'agriculture du soya au Brésil, donc la déforestation, sont planqués aux paradis fiscaux. Parce que c'est de l'argent sale, puis les capitaux utilisés pour investir passent à travers là. Donc, ce que mon but, c'est de montrer que les paradis fiscaux sont aussi utilisés justement en tant que zone de non-droit ou de droits bafoués, de règles affaiblies par rapport au pays, comme une norme qu'on pourrait s'attendre, sont utilisés pour les activités économiques les plus dommageables pour l'environnement. Et si on peut finir un peu, je vais finir là-dessus, mais avec les mines, tantôt que le Canada est un paradis fiscal minier, comme je dis, une loi ou un règlement au Canada qui fait que si votre siège social de minière est au Canada, vous êtes un peu immunisé ou du moins protégé pour vos activités internationales. Mais Alain Deneau, en critiquant en Noir Canada, Barrick Gold a reçu une poursuite de plusieurs centaines de millions de dollars pour le faire taire. C'est un exemple de ça. Notre exemple aussi, justement, là j'ai plusieurs exemples de minières canadiennes qui opèrent au Canada, qui utilisent les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts et aussi comme bouger l'environnement. J'ai tendance à parler de Cameco, qui est, je pense, la plus grande, sinon dans le top 3 des plus grands producteurs d'uranium au monde, qui a une immense mine en Saskatchewan, au Manitoba. Et Cameco, en 1999, se crée une filiale en Suisse, vend son uranium en Suisse à 10 $ la tonne. C'est écrit la livre, mais c'est la tonne. Quelque chose comme vraiment 1000% de ça du prix du marché. Vraiment, c'est réduit en bas. Et là, en Suisse, il peut revendre son uranium, mais il profite d'un taux d'imposition nul en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Alors, l'agence a voulu poursuivre Cameco pour 2,2 milliards de dollars, parce que ça fait pendant 17 ans, cette chose-là, et malheureusement, a perdu sa cause dans la Cour canadienne de l'impôt. Nous, on revendique que nos lois ne sont pas assez fortes, en fait, il faut les réviser pour que les dispositions anti-évitement soient plus mordantes. C'est un exemple de pourquoi un des réels problèmes, que nos lois sont trop permissives, qui permettent ce genre d'atrocité-là. Ce que ça veut dire, c'est que le Canada, pour ses minières, a un régime de règlement qui lui permet aux mines de vraiment, en fait, dire les règles de droit commun, les attentes sociales envers nos sociétés, la manière dont l'impôt sur le revenu fonctionne, tout ça, on s'en fout complètement. Vous pouvez faire ce que vous voulez et on ne vous tape pas sur le doigt là-dessus. Et c'est du Canada, un paradis réglementaire minier. Puis il y a d'autres cas comme Silver Wetton, Turquoise Hill Resources, Glencore, Katanga Mining, sont toutes des entreprises, des minières canadiennes qui ont des entreprises étrangères et qui optimisent leur opération, leur pollution également, pour ne pas payer d'impôts, puis en même temps ne pas devoir assumer les coûts environnementaux de leur saloperie. Ce qui fait que moi je me termine là-dessus. C'est bref, c'est ça comme conclusion, mais c'est des questions, n'hésitez pas à les prendre en note pour la période de questions-réponses après.
Moi, c'est un commentaire rapide, je sais pas. Non, ben, c'était juste tantôt, je demandais juste, j'ai comme raté, c'était-tu juste l'évitement fiscal, ou c'était-tu juste l'évasion fiscale, ou c'était l'évitement fiscal de 25 milliards? C'est le 25 milliards, moi je parle. Ben, le 25 milliards, c'est du début de l'ARC, c'est les deux. Okay. Sauf que, c'est ça, l'ARC, ce qui est problématique avec leur étude, c'est que elles-mêmes, en fait, ces personnes-là, ne prennent pas en compte tout ce qui est possible de faire pour éviter vraiment l'impôt. Parce qu'ils vont se dire, ça reste légal. Là, on a un réel problème. L'ARC ne prend pas en compte ça. Ça, ne prend pas en compte. Ça, c'est un réel problème. Il y a tellement d'argent qui passe là-dedans, ne le prend pas en compte. C'est arc. Ouais, c'est ça. Quand je vous disais qu'il y avait un problème il y a un problème à l'ARC, pas un problème en fait, de compétences, un problème d'effectifs, un problème de leadership, un problème politique majeur en ce moment. Ce qui est plate aussi, c'est que ces compagnies-là, ils font de l'argent à... Prendre les essais, on va prendre pour que ça... des fonds verts d'environnement. Puis ils investissent ça, ils disent qu'ils font de l'énergie verte, Tout à fait. Ils veulent cet argent-là. Ils donnent ça encore à du monde. J'ai juste... C'est rapide derrière, pour ça que Claude va prendre la relève, parce que vous avez bien mis plus longtemps. Une question rapide, oui. Je me demande comment peut-on lutter contre les paradis fiscaux, comme il me semble, que ceux qui profitent le plus justement des paradis fiscaux sont souvent, il me semble, des amis du pouvoir. Je pense par exemple le conseil de patronat. Pourquoi ceux qui vont passer des lois, ceux qui ont les moyens de passer des lois, iraient passer des lois qui vont nuire à leurs plus grands amis? Je parle à Trudeau puis l'histoire de Aga Khan, tous ceux du conseil du patronat, où on parle des démarrais qui ont été pris dans un scandale avec le groupe Laforge en Europe parce qu'ils ont payé les terroristes. Mais cette réponse-là n'est pas simple. On va en parler après Claude. Parce que tu as parlé de solution, hein? Oui. Oui, mais c'est ça, j'ai même pas eu le temps. J'ai sous-estimé la quantité que j'avais à dire. On en parlera après. Vas-y. Vas-y, Claude. Mais merci tout le monde. Bon, ben d'abord, j'aimerais remercier les amis de la Terre m'avoir invité une fois de plus. Ça, c'est pas ma première fois ici. Et merci particulièrement à Sandrine. Je suis toujours content d'être ici. Il y a toujours, on l'a vu, là, on vient de le voir, toujours des débats extrêmement intéressants qui se passent. Alors, Samuel a parlé davantage des paradis fiscaux. Moi, je vais vous parler davantage de la transition écologique, mais tout en faisant un lien, bien sûr, avec les paradis fiscaux. Et oui, c'est vrai. Je vais D'accord, avant déjà. Voilà. Alors, d'ailleurs, quand j'ai reçu cette invitation, je trouvais ça particulièrement intéressant de faire les liens entre ces deux phénomènes que sont les paradis fiscaux et la transition écologique, parce que finalement, on parle des deux problèmes majeurs qu'on a actuellement. Je sais, vous allez me dire la laïcité, mais il y a quand même aussi d'autres choses. Donc, les deux problèmes majeurs, c'est vraiment entreprendre une transition écologique, c'est vraiment s'attaquer au problème de la pollution, de la destruction de l'environnement, qui est absolument épouvantable. Je pense qu'on sait qu'on a besoin de vous convaincre là-dessus. Et s'attaquer à l'évasion fiscale, c'est réfléchir sur la justice sociale, s'attaquer au problème des inégalités sociales, qui est vraiment l'autre problème majeur. On sait que les inégalités sociales sont en constante croissance d'année après année, et on est toujours pris avec ça, finalement, on n'a absolument pas de moment où ça semble se stabiliser, au contraire, c'est toujours en croissance. Ce qui est assez particulier de ces deux causes-là, c'est que personne peut se dire en faveur. Hein? Personne peut se dire, moi, les paradis fiscaux, je suis parfaitement d'accord avec ça, que les gens ne payent pas d'impôts, puis que moi j'en paye, je trouve ça super cool. Hein? Remarquez que Trump a quand même réussi à faire des méchantes baisses d'impôts pour les riches et qu'on n'a pas trop chialé, mais quand même, en général, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire non plus que je suis en faveur de la destruction de l'environnement. Hein? C'est tout à fait, on ne peut pas dire ça. Mais la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'il y a une presque unanimité pour ces questions-là et que les gouvernements en font si peu? Hein? Ça, c'est la question fondamentale. Comment ça se fait si tout le monde, on était 500 000 personnes dans la rue à Montréal, puis il y en avait à Québec, il y en avait dans tout le Québec, comment ça se fait que les gouvernements ne se grouillent pas? Comment ça se fait que
on est pris, là, ça fait combien d'années que ça existe, les chèques aux paradis fiscaux, que les progrès sont si peu importants? Hein? Eh bien, la réponse est complexe, ça revient aussi à l'intervention que vous entendiez tout à l'heure, c'est que peut-être le problème qui est derrière ça, c'est que si on fait des changements, ces changements-là, s'attaquer aux paradis fiscaux et faire la transition écologique, eh bien, ça va causer des changements considérables au sein même de la classe dominante. Hein? On a des individus extrêmement riches, on a des entreprises ultra puissantes qui ne veulent rien céder de leurs privilèges. C'est ça, et qui vont avoir les gouvernements à leur service pour qu'ils puissent conserver leurs privilèges. Et derrière ça aussi, on a un système économique qui s'appelle le néolibéralisme, qui est comme un soutien théorique à cette espèce d'injustice systémique. Hein? Et l'un cause l'autre. C'est-à-dire qu'on justifie l'accaparement de la richesse et la destruction de l'environnement qui va avec par un système économique. De toute façon, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Ce système économique permet à ces individus d'avoir toujours plus de pouvoir. Donc, c'est de ça qu'il faut se sortir, évidemment. C'est pas facile, c'est pas évident. Et on voit à quel point c'est intégré par les gouvernements qui vont défendre ce système qui est inefficace et qui est contre tout ce qu'on croit. Hein? Alors, je vais vous citer le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui en a dit quand même des bonnes récemment. Alors, il va dire, le développement durable ne passe pas par une diminution de l'activité économique, mais bien par une croissance des investissements. Il va dire, le troisième lien est un projet vert, et il va dire aussi, couper des arbres contribue à réduire les GES. Et bien là, ça vous rappelle peut-être la lecture de 1985 de Orwell. Hein? L'ABC de la propagande, c'est de dire que la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage. Hein? Mais la protection de l'environnement, c'est la croissance infinie. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est vraiment ce qui semble être dans l'esprit de ce gouvernement. Alors, en fait, on semble incapable de sortir du dogme de la croissance. Alors, finalement, les paradis fiscaux est quelque chose qui permet de conserver cet ordre des choses, hein, qui permet de ne rien changer. Les paradis fiscaux affaiblissent les États, et pour la transition, il faut avoir un État solide. Je m'excuse, on ne peut pas passer par autre chose que ça. Donc, on affaiblit les États en le privant de revenus, et les sommes que Samuel nous a exposées sont des sommes vraiment considérables. C'est pas mineur, c'est majeur. Ensuite, on va créer deux catégories de citoyens. Les pauvres imbéciles qui payent des impôts et évidemment les individus extrêmement privilégiés qui, eux, ont accès à des paradis fiscaux, donc ils peuvent tout simplement ne pas payer d'impôts, qui est aussi un signe de puissance. Hein? Alors moi, je suis riche, je suis extrêmement riche, je ne paye pas d'impôts. Et il faut ajouter à la donne, aussi très important, les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange qui donnent la possibilité aux grandes entreprises de contrôler l'agenda législatif des gouvernements en ce qui concerne le commerce. Mais le commerce, c'est quoi? Le commerce, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, les accords de libre-échange aussi vont contribuer à conserver cet ordre des choses, à faire que les gens qui ont le pouvoir actuellement conservent le pouvoir et ne cèdent rien. Derrière ça, la transition économique, la transition écologique, pardon, est une menace pour les élites. Est une menace pourquoi? Parce que premièrement, ça va affaiblir les puissantes industries qui alimentent finalement le système financier, et particulièrement les industries les plus traditionnelles, à la base même du capitalisme. Alors, le pétrole, le charbon, le gaz, l'automobile. Et derrière l'automobile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la publicité des automobiles, donc ça fait vivre aussi les entreprises de publicité. Ouvrez le Journal de Québec, c'est tapissé d'annonces de chars, comme on dit en québécois. Derrière ça, ça fait vivre les médias aussi. Et ça fait vivre les banques qui investissent aussi, qui vont servir d'investissement, qui vont les renforcer. Donc, vous voyez, c'est tout le système qui se tient. Et changer tout ça, forcer à faire une transition écologique, ça va affaiblir tout ça. La transition, c'est aussi un transfert vers des nouveaux capitalistes, donc les gens qui vont avoir qui vont prôner les énergies renouvelables. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de changement là parmi les élites. Ça ne sera plus les bonnes vieilles élites traditionnelles, ça risque d'être des nouvelles élites, et ça dérange un petit peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes pétrolières vont se mettre aux énergies renouvelables, mais ils le font faiblement, avec peu de conviction et peu d'efficacité, mais quand même, ils veulent comme pas trop perdre le fil pour pouvoir rester
en haut, malgré tous les changements qu'on va devoir faire. La transition écologique aussi, c'est un appel à économiser, à recycler, à décroître d'une certaine manière, il faut le dire, ce qui est évidemment extrêmement mauvais pour l'économie, et ça force aussi à changer notre système économique qui, pour les élites, est la pire chose à faire. Hein, regardez, les élites économiques vont soutenir Trump, vont soutenir Bolsonaro, mais un gouvernement de gauche qui, lui, force à changer le système, ils vont tout faire pour le détruire. Hein, on a détruit le parti Syriza en Grèce, ça c'est très clair, hein, c'est les élites financières qui l'ont fait, c'est les banques européennes, parce que ce que ce parti proposait, c'est des changements systémiques. Et ça, on n'en veut pas. Hein, tandis que Trump, regardez, il n'est pas si pire dans le fond, il donne des baisses d'impôts aux riches, il permet un libéralisme économique plus grand qu'on avait, il va déréglementer les banques. Bon, il n'est peut-être pas très présentable, mais au moins c'est correct ce qu'il fait. Remarquez que peut-être récemment, il a aussi dépassé certaines limites, mais ça c'est une autre histoire. Donc, quand on parle de transition écologique, il y a deux grands projets de transition sur la table. Le premier grand projet, c'est celui qu'on appelle le capitalisme vert. Hein, le capitalisme vert, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement remplacer une technologie par une autre, si je simplifie. On a des autos à moteur à explosion, on va avoir des autos électriques. On produit l'électricité par le pétrole, par le nucléaire, ben, on va avoir le solaire et on va avoir des éoliennes. Ça veut dire aussi qu'on va laisser les multinationales être, mais on va demander aux multinationales qu'elles soient écologiquement responsables. On va leur laisser exercer leur monopole, leurs oligopoles, mais on va leur demander d'avoir des comportements écologiquement responsables. Hein? Donc ça, c'est dans le projet du capitalisme vert. Et dans ce système-là, bien, les paradis fiscaux continuent à exister. Pourquoi ils continuent à exister? Parce que dans le système des multinationales, on a besoin d'oxygéner l'économie, hein, c'est ça qu'on entend, parce que de toute façon, on vit dans un enfer fiscal et on a besoin de se soulager pour que les compagnies puissent se développer convenablement. Alors, ce capitalisme vert semble être le choix de la CAQ. C'est-à-dire qu'il va falloir retourner dans la rue là, prochainement. C'est ce qui risque d'arriver. On le voit d'après les déclarations du ministre Charette. On s'attend aussi à ce que le plan vert qui devrait sortir après janvier soit un plan de capitalisme vert. Le problème avec le capitalisme vert, c'est que ça ne tient pas compte du tout de la justice sociale. Hein, c'est une transition sans justice sociale et c'est une transition aussi qui a un haut risque d'échec. Hein, ça risque de ne pas marcher pour toutes sortes de raisons que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Alors ça, c'est le premier type de transition. Le deuxième type de transition, c'est une transition qui nécessite un changement de notre système économique et qui inclut la justice sociale. Alors ça, je ne vais pas détailler, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vais quand même vous renvoyer à plusieurs projets. Au Québec, on est très d'attaque là-dessus et il y a plusieurs personnes qui ont pensé à des projets. Le Front commun sur la transition énergétique, dont fait partie les Amis de la Terre, dont fait partie ATTAC, que je représente, a écrit un texte extrêmement intéressant qui s'appelle « Pour un Québec zéro émission nette », un Québec zen, hein, c'est un beau nom, et là-dedans, il y a vraiment, c'est une espèce de parcours qu'on a à suivre, et si on suit ce parcours-là, on va arriver à une transition écologique vraiment extrêmement intéressante, globale, et qui tient compte de la justice sociale. Ce n'est pas le seul projet, il y a aussi la déclaration d'urgence climatique, que vous avez peut-être signé, que la majorité des villes ont signé. Ces gens-là ont dit, oui, c'est bien beau de signer une déclaration, mais il faut aussi offrir un parcours. Et ils ont créé 11 chantiers de réduction de transformation. Et finalement, le pacte aussi, donc de Dominique Champagne, que peut-être plusieurs personnes, si vous l'avez signé, ils vont avoir 101 idées pour le climat. Et ces projets-là sont très semblables. Hein? Il y a une espèce de grande cohérence là-dessus. Les idées sont les mêmes. Donc, formulées de manière différente, avec plus ou moins de précision. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement Couillard a commandé une étude. Comme c'est un gouvernement pro-privé, on va le demander à une entreprise privée, ça aurait pu être fait par des fonctionnaires, mais ça a été fait par une entreprise privée qui s'appelle Dunsky. Alors, cette entreprise a,
essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que les objectifs de transition pour 2030 et 2050. Qu'est-ce que ça prend pour que le Québec puisse réaliser des objectifs qui ont été formulés au lendemain de la COP 21 à Paris? Eh bien, ce rapport, contrairement à ce que je pensais, est assez intéressant, en ce sens qu'on va souligner l'importance de baisser la consommation d'énergie, hein, ce qui est quand même assez étonnant d'une étude qui vient du gouvernement, et on espère que le gouvernement Legault va suivre ça. On compte beaucoup sur la technologie pour la transition énergétique, dont des sources un peu contestables, comme la captation du carbone. Personnellement, je ne suis pas très en faveur de ça, pas sûr de l'efficacité, mais enfin, on voit ça comme une mesure assez importante pour la transition. Mais en général, ce projet-là est intéressant. Si on fait la moyenne, là, c'est quand même pas si mal. Donc, ça veut dire que le gouvernement du Québec, le gouvernement a en ses mains tout ce qu'il faut pour la faire, pour la lancer, pour l'entreprendre, cette transition énergétique. Alors, cette transition est absolument nécessaire et commence, je dirais, par de la réduction. C'est ça qu'il faut. C'est pour moi la clé de la transition, c'est la réduction. Pourquoi la réduction? Parce qu'imaginez, on va passer à 9,5 milliards de citoyens d'ici la fin du siècle. Ça veut dire qu'on a beau réduire, mais si on a toujours plus de consommateurs, eh bien, il faut une réduction vraiment radicale, hein, vraiment très forte. Ensuite, parce que même on dit, oui, mais on va avoir l'énergie solaire, puis l'énergie éolienne, avec ça, on va être correct, mais attention, ça prend des métaux qui sont pas disponibles en quantité infinie. Alors, j'ai fait la liste, le cobalt, le néodyme, le nickel, le cuivre et le manganèse sont des matériaux qui sont en quantité limitée. Donc, combien de temps ça va nous durer, on ne sait pas trop. Et en plus de ça, l'éolienne et le solaire, des énergies intéressantes, mais ça prend énormément d'espace. Ça demande des grands territoires. En l'éolienne, tout le monde est pour, mais personne ne veut en avoir à l'arrière de chez lui. On comprend très bien quand même que c'est un peu encombrant. Donc, il y a aussi cette difficulté-là. Hein? On ne peut pas dire que le transfert va se faire, on passe d'une énergie à l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Mais l'économie de l'énergie, bon, on peut dire que ça peut se faire à coût zéro. Si vous décidez de chauffer 2 fois moins, ça ne vous coûtera rien. Non seulement ça ne vous coûtera rien, mais ça va vous rapporter des sous. Il y a plusieurs économies comme ça qu'on peut faire qui ne coûtent rien. Mais quand même, la transition écologique a un coût élevé. Et même économiser de l'énergie, ça coûte cher. Hein, parce que, toutes sortes de raisons. Alors, c'est pour ça qu'au Canada anglais et aux États-Unis, on a lancé un mouvement quand même assez intéressant qui s'appelle le New Deal vert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va investir pour la transition énergétique. Le terme est intéressant, ça vient de la politique du président Roosevelt au lendemain de la crise dans les années 30, qui a dit on va faire une intervention massive de l'État, on va financer toutes sortes de programmes, toutes sortes de projets, et ça va relancer l'économie, et on va venir au bout de la crise comme ça. Mais là, on veut faire la même chose avec la transition écologique. Cette transition-là peut devenir rentable, peut devenir un projet de société important. Et il y a l'économiste Joseph Stiglitz, que vous connaissez sûrement, qui est un personnage extrêmement intéressant, qui a dit quelque chose de très intéressant qui résume bien un peu l'esprit du New Deal. Au lendemain de la crise 2007-2008, hein, alors le gouvernement américain a donné des milliers de milliards de dollars aux banques pour qu'elles se sortent de l'espèce de psychodrame qu'elles ont créé elles-mêmes, hein, plus qu'un psychodrame, une catastrophe économique. Alors, Stiglitz a dit, si on avait donné le même montant pour la transition énergétique, ben d'abord, il y aurait une relance économique tout aussi importante, sinon plus, hein, que celle qu'il y a eu. Ensuite de ça, la richesse aurait été beaucoup mieux répartie. Ces milliers de milliards de dollars, à qui sont allés? Aux banquiers. Hein, essentiellement, c'est eux qu'on a sauvés. Parce qu'on s'est dit, si eux s'écroulent, tout va s'écrouler. Donc, la richesse aurait été beaucoup mieux répartie. Et qu'est-ce qu'on aurait construit? On aurait isolé les maisons, on aurait encouragé la géothermie, on aurait encouragé l'économie solaire, l'économie éolienne, on aurait fait des transports collectifs. Donc toute la société, je dirais le contexte des Américains dans lequel ils vivent se serait amélioré grandement et ça serait resté pour des générations et des générations. Hein? Donc, c'est ça le New Deal vert, qui est appuyé actuellement beaucoup par l'aile gauche du Parti démocrate et qui risque d'être un enjeu intéressant dans la campagne électorale américaine si
les gens qui défendent ça peuvent réussir à s'imposer. Le Canada anglais aussi, mais malheureusement, ça n'a pas été un enjeu réel de la campagne électorale. Ce n'est pas un enjeu réel de la campagne électorale, alors que ça aurait été intéressant que ce le soit. Évidemment, le nucléaire, ce n'est pas une réponse à tout. Hein. Ça a créé surtout une espèce de guerre entre économistes. Les économistes néoclassiques, les néolibéraux, évidemment, ils sont contre le keynésianisme, parce que le New Deal vert, ça relève de l'économie mixte, donc l'économie keynésienne, qui fait que l'État intervient, mais avec une partie importante de l'entreprise privée, donc ce mélange des deux, privé et public. Donc les néolibéraux, ça les fait, ils sont battus contre ça pendant des années et des années, ils ont triomphé de ça, ils ne veulent pas revenir à ça. Il y a évidemment les économistes keynésiens qui défendent bien sûr cette idée-là, mais mordicus, pour eux c'est le retour du keynésianisme qu'ils attendent depuis plusieurs années. Mais il y a des gens aussi plus radicaux qui trouvent que le keynésianisme, ça ne va pas encore assez loin. C'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin que les néo-marxistes, par exemple, les anarchistes, donc toutes sortes de mouvements qui trouvent que, dans le fond, c'est pas encore assez. Mais quand même, c'est quelque chose qui va dans la bonne voie. Alors revenons aux paradis fiscaux et à la pactole importante que c'est pour faire le changement climatique. Donc on veut faire des investissements. Alors, on doit faire des investissements et il faut avoir cet argent-là. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse ici sur les investissements, puisqu'on parle d'investissement. Il est très clair qu'actuellement, l'investissement privé est un problème pour la transition écologique. Alors, en quoi c'est un problème? Eh bien, actuellement, les banques et aussi des firmes spécialisées dans les gestions d'actifs alors, prennent l'argent, souvent des individus, et l'argent des retraites, donc les investisseurs institutionnels, c'est notre argent à nous, hein, et ils doivent investir cet argent-là. Alors, où vont-ils l'investir? Bien là, ils ont des espèces d'ordinateurs, des algorithmes qui leur permettent de savoir où est-ce que c'est les trucs les plus payants, et c'est ça qui compte, les choses les plus payantes. Et ils vont investir où? Bien, dans des industries polluantes. Si celles-ci rapportent dans le pétrole, ça reste encore très important, dans le gaz naturel, c'est pas pour rien qu'on veut construire un GNL, c'est bon pour des investisseurs, hein, d'une certaine manière. Donc, ces entreprises n'ont pas de cœur et n'ont certainement pas de projet éthique. Leur seul projet, c'est de rapporter de l'argent. Hein. Il y a une entreprise très importante qui s'appelle BlackRock. C'est la plus grosse compagnie d'investissement privé au monde et ils reçoivent l'argent aussi bien des individus que des grandes entreprises. Ben, eux, ils ont des espèces d'ordinateurs à tête chercheuse extrêmement puissants. Leur seule chose qui les intéresse, c'est le risque. Il faut que le risque soit bas. Alors, ils vont investir dans, excusez l'expression, toutes les merdes possibles, les compagnies minières, etc., etc. Donc, l'investissement privé est un problème. Hein? Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que ça fait jouer l'intérêt privé contre l'intérêt collectif. Alors, si vous avez une compagnie comme BlackRock qui utilise amplement les paradis fiscaux, ça va être meilleur pour votre retraite, là. On sauve l'impôt, là. Et qui investit dans une minière archipolluante, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Si vous voulez avoir une bonne retraite, ça prend ça. Donc, on fait jouer l'intérêt personnel contre l'intérêt collectif. C'est vraiment tordu. Alors, c'est pour ça que, évidemment, l'investissement ne doit pas venir des investisseurs privés, mais ça doit être un investissement public. Hein? C'est sûr qu'il peut avoir un certain avantage. Par exemple, il y a des fonds qui, vous pouvez faire pression sur votre firme d'investissement pour qu'elle cesse, par exemple, d'investir dans les industries polluantes. Il y a l'exemple souvent donné de la Norvège. Vous savez que la Norvège s'est fait un fonds public avec les ressources du pétrole notamment, et la Norvège a décidé de ne plus investir dans les industries polluantes. Très intéressant, et effectivement, il peut avoir un impact très fort si ça se fait à répétition. Mais malheureusement, on ne peut pas compter sur ça. C'est pas ça qui arrive dans la réalité. Dans la réalité, c'est que on cherche ce qui est plus payant. Hein? Donc, c'est un problème et c'est très difficile pour les individus conscientisés. Je connais des gens qui ont essayé de le faire, d'aller dans les assemblées d'actionnaires et d'imposer un point de vue comme ça. Bonne chance. Hein? Donc, ça prend de l'investissement public. Idéalement aussi, il faudra avoir un système de retraite qui est tout simplement public, système de retraite par répartition, comme dans plusieurs pays, comme en France par exemple, où c'est les gens qui travaillent, qui payent la retraite des gens qui arrêtent de travailler.
Hein, là, à ce moment-là, on n'est plus pris avec ces espèces de conflits. Qu'est-ce que je pense à ma retraite ou que je pense au bien de l'humanité? Ça règle le problème. Donc, mais quand même, il faut y aller par les investissements publics. Et donc, les paradis fiscaux, on va y aller avec les 25 milliards qu'on est allé chercher parce que les paradis fiscaux n'existent plus. Ben, imaginez, on a l'argent, imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est incroyable. Pas seulement la transition, mais des services publics, tout ce qu'il faut pour avoir une meilleure société. Et ce n'est pas tout. Hein? Alors imaginez, si on ajoute à ce montant la fin de la subvention pour les entreprises polluantes. On donne des fortunes aux compagnies de pétrole pour qu'elles puissent investir. C'est absolument incohérent. On en parle dans cette campagne électorale, mais je peux vous assurer que ni le Parti libéral, ni le Parti conservateur ont l'intention de mettre fin à ça. En tout cas, ils ne l'ont pas annoncé. Donc, ça. La taxation sur le carbone. Là, ici au Québec, on a une formule de marché du carbone. Bon, pour moi, je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie. La taxe sur le carbone est extrêmement intéressante à deux conditions. Hein, que ce soit des taxes dédiées, c'est-à-dire qu'on prend l'argent de cette taxe et qu'on la donne à des projets environnementaux, des projets qui sont bons pour l'environnement. On donne ça à la transition énergétique. Et qu'elle soit aussi redistribuée, c'est-à-dire que ce ne soit pas les gens les plus pauvres qui finalement payent cette taxe-là. Donc on leur donne un retour de taxe pour qu'il y ait aussi justice sociale là-dedans. Et c'est intéressant, le projet libéral de taxe sur le carbone, il y a un peu ça. Donc c'est quand même pas si bête que ça. Donc, cette taxe sur le carbone assure aussi des revenus qu'on peut investir. Les redevances aussi pour les ressources naturelles, ça fait longtemps qu'on en parle. Un impôt davantage progressiste. Et à TAC, on défend aussi une taxe sur les transactions financières, qui est un projet qu'on a malheureusement oublié, mais qui pourrait aussi générer des milliards de dollars. C'est des fortunes colossales. Alors, si on fait la somme de tout ça, bien regardez, on en a de l'argent pour faire la transition, c'est vraiment pas un problème. Et cet argent, ben, il va où? Il va à la réduction de la consommation d'énergie. Moi, je trouve que ce serait la priorité, les recherches pour ça, recherche de technologies plus, c'est-à-dire moins énergivores, accentuer la géothermie, les transports collectifs, etc., l'électrification, ça, vous savez ça. Et bien sûr aussi les énergies renouvelables. Donc on fait cette espèce de projet dont Stiglitz parlait pour les États-Unis. On lance ça avec cet argent quand même très important. À propos des investissements, il y a quelque chose qui est très important à savoir aussi, puis de ne pas oublier, c'est que les énergies renouvelables demandent un investissement considérable, mais une fois que l'investissement est fait, on roule pendant des années avec ça. Alors, si vous avez, par exemple, vous voulez avoir une usine de pétrole pour faire de l'électricité, une usine de gaz, comme ça se fait, on n'a pas ça au Québec, mais dans plusieurs pays, c'est ça, une usine nucléaire, eh bien, ce que ça prend, c'est pas si cher construire la centrale, mais vous devez acheter du gaz et du pétrole pendant des années et des années. Si le prix augmente, ben, on est tous pris avec une augmentation. Faire des éoliennes, faire de l'énergie solaire, bon, ça demande un certain investissement, mais le soleil, ça ne coûte rien, le vent, ça ne coûte rien. Hein? Donc, vous voyez à quel point c'est une espèce de gros coût à donner, mais une fois que le coût est donné, une fois qu'on a réduit les énergies, ben finalement, ça donne quelque chose qui est assez intéressant pour l'ensemble des populations. Alors, la transition énergétique n'est pas quelque chose qui va détruire l'économie, au contraire, hein? C'est quelque chose qui va profiter à l'économie et profiter à l'ensemble des citoyens. Ça veut dire que, bon, je vais conclure avec ça, hein, le plus important, donc, c'est de donner ce coup-là. La morale de cette histoire, il n'y a pas d'obstacle économique à la transition énergétique. Le gouvernement Legault va nous dire, écoutez, ce que vous proposez, vous, le changement de société, c'est pas bon pour l'économie. Non, c'est pas vrai. Hein? On peut y aller. Et c'est pour ça que tout est une question de volonté politique et ça va dépendre des pressions qu'on va continuer à faire parce que c'est un gouvernement qui est pas mal dur de comprenure et le prochain gouvernement qu'on va voir aussi au fédéral, dur de comprenure aussi. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, mais moi je pense qu'on a raison. Hein, c'est trop important pour laisser ça à des politiciens qui sont au service d'une classe sociale qui ne veut rien entendre. Alors voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci.